Bonjour Marie-Pierre, merci d'être avec nous pour la troisième fois dans Vous êtes formidable, mais vous avez toujours plein de choses à raconter sur votre parcours et sur des sujets, comme je le disais, qui vous tiennent à cœur. Il y a 20 ans, en 2003, est paru votre premier livre, Les silences de la loi, une magistrate face à l'inceste, que l'on voit là. Pourquoi à l'époque vous avez souhaité mettre en lumière ce fléau qu'est l'inceste ? Eh bien tout simplement parce que je rentrais dans la magistrature. Et je me suis rendu compte que ces affaires-là remplissaient nos cabinets et personne n'en parlait. Et on en parlait d'une façon extrêmement... on les traitait de façon, à mon avis, tout à fait de façon erronée parce que les familles étaient suivies en assistance éducative seulement par le juge des enfants. On ne poursuivait pas forcément les pères sur le plan pénal. Ce n'était pas considéré comme une infraction au préjudice des enfants, ce qui heureusement a changé. Le volume de ces affaires était vraiment impressionnant. J'ai tout de suite compris qu'un jour, ça exploserait, cette affaire-là. Et ça explose en ce moment. Et quand vous parlez des pères, il n'y a pas que les pères qui sont concernés par ces affaires d'inceste. Voilà. Qui sont les personnes dans l'entourage familial que l'on peut considérer comme acteurs de cet inceste. Souvent les pères quand même, mais ça peut être les beaux-pères, les frères, les oncles. C'est souvent aussi... Enfin, c'est un proche de l'enfant. Hein. Voilà, ça peut être un grand-père. Ça peut être aussi un tout petit peu à l'extérieur de la famille. Hein, le prêtre, on en a quand même beaucoup parlé récemment. Ça peut être l'instituteur. Enfin, souvent, c'est un proche de l'enfant. Voilà, c'est quelqu'un qui le côtoie régulièrement. En qui l'enfant a confiance, surtout. Et comment cette violence sexuelle est aujourd'hui considérée par la loi ? Alors, écoutez, jusqu'à la loi d'avril 2021, on peut considérer que l'interdit n'existait pas, n'était pas véritablement posé dans la loi, puisque, quelle que soit la victime, il fallait prouver que cette personne était sous l'empire de la contrainte, de la violence, de différents éléments constitutifs. Et même si c'était un enfant, il fallait prouver qu'il était contraint. Donc, de mon point de vue, il fallait absolument considérer qu'il n'était pas nécessaire de prouver que l'enfant était contraint parce que c'est son état d'enfant qui le contraint. À partir du moment où il est enfant, exactement. C'est déjà la raison principale. Absolument. Donc, c'est dans son lien à l'agresseur, puisque c'est le lien familial et c'est le fait que ça soit un enfant, qui fait qu'il m'est toujours apparu absolument nécessaire que la loi change. Peut-être ai-je un tout petit peu contribué au changement de cette loi. Grâce à ce livre, notamment. Peut-être. En tout cas, moi, ça fait 20 ans que j'ai la certitude qu'il fallait le faire et il a fallu attendre la loi d'avril 2021. Où votre livre a été réédité. Voilà, ce soit fait. Voilà, mon livre a été réédité depuis cette époque-là chez Fayard. Et la loi a changé. Mais que dit-elle aujourd'hui ? Alors, elle dit aujourd'hui que la loi, qu'il faut simplement prouver l'existence d'un viol ou d'une agression sexuelle et que lorsqu'un enfant est dans la réciprocité sexuelle, il n'est plus du tout nécessaire de prouver que l'enfant était contraint. La peine est ensuite prononcée. Voilà. Il y a des âges aussi qui sont... Alors, il y a des âges, effectivement, moins de 15 ans. Le législateur a fixé cet âge-là. Bon, en Europe, c'est entre 13 et 15 ans. Donc, on sait que maintenant, il y a un interdit qui est posé. Toute relation sexuelle avec un enfant est interdite en dessous de 15 ans. Et donc, la loi, aujourd'hui, est suffisante pour protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste ? En tout cas, le cadre légal est posé. Encore faut-il que la justice fasse son travail. C'est vrai qu'on a pu dire que dans le cadre incestueux, on aurait dû maintenir cet interdit au-delà de 18 ans parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un toute sa vie. Mais au-delà de 18 ans, la loi ne fait pas cet interdit automatique. Si effectivement il y a une relation incestueuse au-delà de 18 ans, il faut prouver la contrainte. Et par ailleurs, vous vous questionnez aussi sur la notion du consentement. Pourquoi ? Voilà, alors la notion de consentement, actuellement, c'est vraiment une notion qui est énormément... les mouvements féministes utilisent énormément ce terme-là, qui, curieusement, ne figure pas dans la loi. Et qui pose des problèmes juridiques. Et qui pose des problèmes juridiques. D'ailleurs, lorsque, sous l'empire de l'ancienne loi, il fallait prouver que l'enfant était sous l'empire de la contrainte, très souvent, les avocats des agresseurs disaient
mais il était consentant. Et déjà, on faisait cette erreur-là parce que, normalement, le consentement n'a pas à être examiné. Alors, on peut considérer qu'effectivement, le consentement, c'est aussi une notion qui n'est pas qu'une notion juridique, et moi, je l'entends absolument. Mais il faut à ce moment-là comprendre que lorsque un procureur de la République classe une affaire sans suite, on ne peut jamais dire que c'est sur la base d'absence de consentement. C'est uniquement parce qu'on a prouvé l'existence de contraintes, violences, menaces, surprises. Il y a une grosse différence. Le consentement s'examine dans la tête de la victime. Les éléments de contrainte, violence, menace, surprise sont les stratégies utilisées par l'agresseur pour arriver à ses fins. Donc, ce sont deux domaines assez différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la société est prête à changer, à se positionner plutôt du côté du consentement et plus de l'agresseur? Alors, la société peut-être, mais je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de changer la loi. Alors, c'est vrai que, par exemple, au Québec, il faut prouver l'absence de consentement. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Je pense que la loi française est peut-être suffisante, mais il faut véritablement comprendre que ce n'est pas l'absence de consentement qui établit l'existence d'un viol ou d'une agression sexuelle, mais c'est l'existence d'une infraction, alors viol ou agression sexuelle, s'il y a pénétration ou simplement attouchement. Mais il faut prouver à ce moment-là qu'il y a des éléments de contrainte, des éléments de violence, menace ou surprise. Voilà, ce sont les éléments constitutifs de l'infraction. On ne parle pas de consentement. Alors, c'est un sujet que vous avez souhaité développer. Vous avez écrit un livre à ce propos qui n'est pas encore paru parce que vous cherchez un éditeur. Que souhaitez-vous souligner dans ce livre ? Je souhaite en fait établir un débat. Alors autant le premier livre, j'étais absolument convaincue qu'il fallait changer la loi. Là, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a un débat qui est difficile à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'être dans la nuance sur ce sujet-là. On est souvent dans les extrêmes. Voilà. Donc, soit on est radical, on est complètement fermé en fait sur ces sujets. Mais comment on peut expliquer ces réactions ? Je pense que c'est très vif et puis je pense que les mouvements féministes qui sont néanmoins très utiles dans la société parce qu'ils font évoluer l'ensemble des relations entre les êtres humains, je dirais, perturbe un petit peu ou dis-moi, court-circuite un petit peu le débat quand l'institution judiciaire intervient parce que on ne sait que dire que l'institution judiciaire ne sait pas faire son travail. Ce qui est absolument faux parce que les prisons sont pleines d'agresseurs sexuels qui sont condamnés. Et quand les victimes parlent, est-ce qu'il faut absolument les croire ? Alors, je pense vraiment fondamentalement que le magistrat ou l'enquêteur n'a jamais à être sur ce terrain-là. Mais quelle distance il faut garder en tant que magistrat ? Ce n'est pas une question de distance, c'est une question de positionnement. Déjà à l'époque où on s'est posé la question pour les enfants, on disait il faut toujours croire les enfants quand ils parlent. Le magistrat n'a pas à être sur ce positionnement. Il ne faut pas être sur le « je crois » ou « je ne crois pas ». D'ailleurs, « je crois » ou « je ne crois pas », c'est la même chose. Il faut être sur un autre terrain, qui est le terrain de l'établissement des preuves, et puis surtout essayer de mettre en perspective l'ensemble des éléments, dont l'audition de la victime, celle qui se prétend victime, mais en tout cas, dire qu'a priori, il faut croire quelqu'un, je pense qu'on sort de l'état de droit et on n'est plus dans le rôle du magistrat. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on puisse dire que nous n'avons pas à être dans la croyance. On n'a pas à dire à quelqu'un « je te crois ». Alors, le proche qui reçoit la confidence doit le dire, que ça soit... Parce qu'il a besoin d'un soutien. Voilà, il a besoin d'un soutien. Mais le magistrat, à mon avis, ce n'est pas le terrain. Et cette notion de consentement, est-ce qu'elle est valable aussi, quelle que soit son orientation sexuelle ? Parce qu'on évoque très peu, finalement, les relations sexuelles entre des personnes de même sexe. Est-ce que c'est encore tabou ? Oui, alors je trouve que c'est une très bonne question que vous posez là. Parce que, aussi bien dans la situation incestueuse que dans les relations entre gens, entre majeurs, je pense que actuellement, cibler cette question uniquement par rapport à la lutte des sexes, je pense qu'on se trompe, ou on se trompe partiellement. Alors c'est vrai qu'il faut dire aussi que, par exemple, dans les violences intrafamiliales, lorsqu'il y a des féminicides, très souvent il y a viol. Et là, évidemment,
on est vraiment dans la lutte entre un patriarcat qui impose sa loi familiale, qu'elle soit au niveau sexuel ou sur d'autres plans. Mais je pense que, heureusement, il y a d'autres voies pour examiner ces questions. Et moi, je vois dans la situation incestueuse que les mères ont parfois une énorme responsabilité, et dans la commission des faits commis par le père ou le frère, etc., ou éventuellement, lorsque les personnes sont de même sexe, il y a aussi beaucoup de viols. Bien sûr. Et là, on ne peut pas du tout se référer à cette notion de patriarcat. On est sur autre chose. Et je pense que si on fait, comme certaines féministes, uniquement une référence à la lutte des sexes, mais je pense qu'on se trompe complètement. On va continuer l'échange dans quelques instants. Merci pour votre analyse sur ce sujet. On ira cette fois-ci sur le terrain de la justice restaurative. Oui.